OK, bonjour. Donc aujourd'hui, dans la séance, on va faire quelques exercices pour se préparer à l'examen final. On va avoir quelques exercices de programmation stochastique. Quelques exercices, je vais regarder juste un petit rappel hein, sur les méthodes du simplex, laquelle est utile à démontrer quel cas. Celle-là, je vais la sauter parce que ça ressemble beaucoup à l'intra. Bon, on peut peut-être la faire, ouais. Ensuite, bien, regardez, j'ai des petits problèmes linéaires suivants. Quelle méthode serait utile pour résoudre ces problèmes-là? Puis finalement, quelques exercices d'analyse post-optimale. Donc, on va commencer avec première question. Ici, donc, ça a été posé dans un examen, je crois, en 2018. Euh, les étudiants l'ont trouvé dur, cette question. Euh, euh, la question est peut-être dure ou peut-être mal posée, mais le modèle qu'on retrouve à la fin, il est très simple. Donc, on a une compagnie de boissons gazeuses qui veut faire des analyses pour concevoir un nouveau produit à mettre en marché. Elle a un budget de 10 millions de dollars et une partie du budget va être dépensée dans un marché de test et dans un marché national. Donc, on va commencer par faire de la publicité dans le marché de test pour voir comment ça se comporte. Et ensuite, on va faire de la publicité dans le marché national. Pour le marché de test, bien, la campagne devrait coûter là, entre 500 000 et 1 million. Et les profits qu'on va récupérer des campagnes de publicité, bien, il y a une partie qui va provenir de la campagne du marché de test. Et ça équivaut à 50 de la quantité du marché de test, de la publicité qui est faite dans le marché de test. Puis il va y avoir une autre partie qui va provenir de la campagne nationale. Et là, les profits sont inconnus pour l'instant, mais on va supposer qu'ils sont obtenus de trois scénarios équiprobables qui peuvent, excusez-moi, qui ne sont pas équiprobables, qui peuvent survenir. Et nous, on cherche à connaître le meilleur profit espéré. Euh, Dans le fond, on cherche à savoir quelle quantité de publicité faire pour maximiser notre profit. Alors, la première étape, si vous vous rappelez, c'est de voir c'est quoi notre horizon temporel, quelles sont les décisions à prendre maintenant, quelles sont les décisions à prendre dans le futur. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une idée? Non? Bien, on a deux décisions à prendre, hein. Ça va être la quantité de publicité qu'on va faire sur le marché de test et le marché national. Donc ça peut, je vais sortir une petite fenêtre, je peux y aller ici, je vais avoir une variable X, les dollars de publicité dans le marché de test. J'aurai Y dollars de publicité dans le marché national. Hmm. Euh, les décisions présentes, mais c'est la quantité à mettre dans le marché de test. Puis, grosso modo, ben, même chose pour Y, dans le fond, parce qu'une fois que j'ai décidé de la quantité que je fais dans le marché de test, bien, ça me donne celle que je vais faire dans le marché national. Euh, Puis, les décisions futures, ça serait quoi? Quelqu'un saurait? Oui, Stéphane? C'est peut-être sur les profits Oui, tirés de chaque marché. oui, je pourrais mettre Z, bien dans le fond, ce serait les profits qui dépendent de X et de Y. Euh, donc, notre fonction objectif, bien, ça va être de maximiser nos profits. Si on fait un premier modèle là, déterministe, on cherche à maximiser nos profits. Je vous ai dit, dans le fond, on peut regarder ici,
50% proviennent de la quantité du marché de test. Donc, on peut faire tout de suite 50% fois X, plus une partie qui provient de Z. Ça, c'est mes profits futurs. Puis ensuite, bien, on aurait des contraintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée? Ce serait quoi nos contraintes? Ben, X plus Y doit être inférieur ou égal à 10 millions. Oui. Est-ce qu'on aurait d'autres contraintes? J'ai l'impression que... ouais. Vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, le marché test X a des bornes, donc 500 000 et 1 million. Exactement. X c'est égal à 1 million. OK. Puis, maintenant, pour notre profit, ça serait égal à quoi, Z? Mais qu'en est-il de ces profits seraient égaux à 50% de la quantité de publicité du marché, plus une partie provenant de la campagne nationale? Oui. Puis, les profits de la campagne nationale proviennent de ces 3 scénarios. OK. Mais en faisant un modèle déterministe, dans le fond, c'est le profit, l'incertitude. Donc, je pourrais appeler ça P. Souvent, dans les slides, je mettais un tilde, là, tilde P fois Y. Et ce P, c'est le pourcentage ici de profit. Donc, on aurait X, Y plus grand ou égal à 0. C'est pas impossible que Z soit négatif. Hein? On voit une valeur ici, on peut avoir des profits négatifs. Donc, on devrait pouvoir permettre Z d'être négatif. Quelqu'un demande, je ne comprends pas ce qu'est Z. Bien, Z, c'est les profits qu'on obtient. Aujourd'hui, on décide de la publicité à faire dans le marché de test et marché national. Et plus tard, on va observer c'est quoi nos profits. Du coup, les profits là qu'on voit, ils vont prendre les 3 valeurs selon ce qui est dans le tableau des profits, c'est ça? 150%, 50% ou moins 10%, c'est Oui, ça? oui. Mais du coup, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'en fait, on additionne 50% de la quantité de publicité, donc en gros, ce qui va être une somme en dollars, et des pourcentages. Bien, une partie ici, le 50% du marché de test, je l'ai ici. Puis ensuite, bien là, mon profit que j'obtiens de la campagne nationale, bien celui-là, je ne le sais pas, mais c'est un pourcentage équivalent à la quantité de publicité qui est effectuée. Ok, mais du coup, tilde P, c'est une probabilité ou le profit en pourcent? C'est un pourcentage. La probabilité nous, on est en train de faire un modèle déterministe. La probabilité, elle n'est pas très D'accord, ok, importante au niveau où on est. Merci beaucoup. L'incertitude se retrouve au niveau du profit, puis c'est un peu ça qu'on essaie de modéliser dans le Ok. modèle. Donc ici, on a un modèle déterministe. Ouais. Si on cherchait à à trouver le scénario moyen, ça serait quoi le scénario moyen? Ou le scénario espéré? Que quelqu'un le sait? Le scénario espéré, c'est simplement
On peut regarder, en fait, c'est quoi notre paramètre incertain. Notre paramètre incertain, c'est tilde P, notre profit. On ne sait pas ça va être quel pourcentage. Le scénario espéré, bien, ça serait l'espérance de tilde P. On peut calculer l'espérance de tilde P. Ça serait 150 fois 50 plus 50 fois 25 moins 10 fois 25 On peut faire ça dans Excel. Ici, 150. Je peux faire ça prod. Ça par ça. Et ça me donne 85 Donc, notre scénario espéré, c'est 85 OK, on a ça. Donc ici, je vais juste mettre profit. Ici, je vais mettre probabilité. Lui, je vais le mettre ici. Donc, ça ici. Donc ça serait notre scénario. Nos scénarios 1, 2, 3. Ici, on aurait le scénario espéré. À vue d'œil, on sait déjà qu'est-ce qu'on peut faire. On sait déjà c'est quoi la solution de chacun des scénarios. Dans le fond, on a juste à regarder qu'est-ce qui se produit, puis voir bien qu'est-ce qu'on a à faire. Puis je donne un exemple, mais pour le scénario 1, la solution optimale, bien, c'est d'en mettre le plus possible dans le marché national, parce que chaque dollar qu'on met là, on retire 150 versus si on met des dollars dans le marché de test, bien, on retire 50 en fond. Ici, on en perd un peu. Donc, c'est plus avantageux d'en mettre le plus possible dans le marché national. Donc, on pourrait faire le minimum. En fait, ce serait c'est égal à 0,5 fois le 500 000 plus le 1,5 fois c'est 10 millions moins 500 000. Donc, ça me donne 9 500 000. Comme ça. Donc, ça serait mon profit total pour le scénario 1. Pour le scénario 2, bien, ça serait, je le fais à l'œil, on aurait pu le mettre dans Lingo, je vais le faire dans Lingo. On peut faire la même chose. Dans le fond, là, c'est l'équivalent, parce que tous les dollars qu'on met national ou dans le marché de test vont nous rapporter la même chose. Donc, je peux juste mettre la même formule ici. Sauf que je vais changer par 0,5 au lieu de 1,5. Donc ça nous donne un profit de 5 millions. Puis pour le petit dernier, bien, on a avantage à en mettre le moins possible en mettre le moins possible du tout. Oh, attendez. Moi. Est-ce que je dis des bêtises? Je pense que je dis des bêtises. On va mettre ça dans Lingo. Je pense que je dis des petites bêtises. Donc, minimiser, maximiser 0,5 fois x plus z avec x plus y plus petit ou égal à 10 millions. Avec z, je vais mettre égal à, on va commencer par le premier, 1,5 fois y. J'ai x qui doit être supérieur ou égal à 500 000. Puis j'ai x qui doit être inférieur ou égal à 1 million. Puis je vais aussi mettre que la variable z doit être libre.
Oups, il y a un petit signe de multiplication qui manque. Donc ici, ah oui, ça nous donne... ah oui, c'est ça, on veut maximiser notre profit, donc il faut en mettre le plus possible. Donc ça nous donne, ouais, ça nous donne le 14 millions qu'on retrouve ici. Ah ouais, je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. On veut, il faut... Je pensais que... on veut maximiser, donc on veut mettre le plus de publicité possible. Donc ici, c'est bon, ça nous donne 5 millions. Puis ici, bien, avec des profits de moins de 10%, bien, notre incitatif, c'est d'en mettre le moins possible dans la campagne nationale. Donc, si on veut maximiser nos profits, on va mettre 1 million dans la campagne de test, puis 0 dans la campagne nationale. Donc, ça va nous donner 0,5 fois 1 million, ça va nous donner 500 000. Ce qu'on a ici. Oui, ça nous donne ça. Ensuite, bien, pour le scénario espéré, si je répétais la même chose, bien, ça va représenter un peu le cas qu'on avait au tout début. Hein. On en met 500 000 dans le marché de test et le reste nous rapporte davantage dans le marché national, le 85%. Donc, je vais aller remplacer mon 1,5 par 0,85. Ce qui nous donnerait des profits de 8 millions autour de ça. Si je cherchais à calculer les solutions wait and see, l'espérance des solutions wait and see, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Quelqu'un a une idée? Personne? Bien, dans le fond, les solutions de nos scénarios, bien, on va calculer l'espérance de ça. Ça va nous donner le meilleur profit potentiel qu'on pourrait faire. Donc, moi, je suis juste à calculer l'espérance. Je vais multiplier la probabilité fois le profit qu'on obtiendrait et faire la somme. Ça nous donne une espérance là, de 8 600 000 de profit. La prochaine étape, bien dans le fond, ça va être de faire notre modèle avec recours, qui est un peu plus complexe. Dans le fond, on va aller regarder, mais les décisions qui se retrouvent en seconde étape, décision en seconde étape, bien, on va créer une variable pour chaque scénario. Puis la décision en seconde étape, mais c'est la variable Z. Donc, pour créer mon modèle ici, je vais juste l'appeler ZW ou le Z oméga. Puis, bien, je vais faire la somme de ça dans ma fonction objectif. Je vais faire la somme de l'espérance. Le premier scénario a une probabilité de 50%, donc je vais faire 50% fois Z1 plus 0,25 fois Z2 plus 0,25 fois Z3. Puis ensuite, bien, je vais avoir besoin d'une contrainte pour chacun. Je vais avoir... Mais là, ici, je vais la changer par un plus grand ou égal. Autrement, je ne pourrais pas avoir Z1 égale à un pourcentage de Y, Z2 égale... Ah, je pourrais avoir ça. Je peux... Oh, c'est correct. Je peux faire ça. Ça reviendrait... Ah, non, je suis obligé de mettre un égal. 1,5. Ensuite, Z2, c'est 0,5 et Z3, c'est moins 10%. Comme ça. Comme ça. Donc, on va résoudre ça dans Lingo. Je vais copier cette partie-ci. C'est 10 ou 20 moins 10%. Ouais. C'est 10%, merci.
C'est une petite coquille. Comme ça. Regardez pour qu'il n'y ait pas d'erreur. On va effacer cette partie-là. Je pense qu'on est bon. Oups. Comme ça. On va résoudre. Ça nous donne... excusez, j'ai mis... Ouais, ça me donne ça. Qu'est-ce que ça me dit de faire? Ça me donne 500 000 de profit. J'ai fait une coquille, moi. Oh. C'est quoi la solution? Et puis c'est de mettre ça. Ah ouais, y est égal à 0. Où est mon erreur? Dans le Ah forum, oui, on mentionne que peut-être c'est les... Ouais, c'est ça. merci. Les ailes. Tu vois les petits numéros qui augmentent. Merci. Donc, on va fermer ça. Ah bon, c'est 832 000. 8 325 000. Ça nous donne ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On met 500 000, puis bien le reste est mis dans le marché national. Je vais juste enregistrer ici la solution. Ça comme ça. Ce que ça nous dit de faire, c'est de profit total, ça nous dit de faire ça. OK. Je vais peut-être juste rajouter une petite colonne ici, X. Parce qu'il y avait plusieurs questions sur ça sur le forum. Puis, je vais en parler avec vous. Comment on calcule l'espérance d'une solution? Hein, on veut, quand je dis l'espérance d'une solution, peut-être un abus de langage, c'est peut-être plus, ça va être quoi le profit espéré que j'obtiendrai à partir de la solution du scénario 1, du scénario 2, du scénario 3. J'ai reçu quelques questions sur ça sur le forum. Puis dans le fond, pour calculer ça, ce qu'il faut faire, c'est, bien, il y a deux façons. Si on a le modèle avec le recours, c'est facile. Donc, on va résoudre chacun de nos scénarios et on va aller sauvegarder c'est quoi la solution. Donc, pour le scénario 1, je vais juste écrire la solution. C'était de mettre 500 000 dans la publicité du marché de test et de mettre le reste dans la publicité du marché national. 9 500 000. Ça, c'est notre écrit. Je pense que c'est l'équivalent pour le scénario 2. Puis pour le scénario 3, ça serait de mettre 1 million dans le marché de test et 9 millions dans le marché national. Parce qu'on perd de l'argent à mettre de l'argent dans le marché national. Donc, les résultats sont... C'est pas 0. C'est pas 500. Si on perd de l'argent, on ne mettrait pas 0. La solution, c'est 500 000. C'est pas 500 000 normalement. Je vais juste savoir que... Est-ce que je dis des bêtises encore, moi? Parce que 500 000, Ah oui, il a mis 0. Vous avez raison. Donc, ce serait pas... Ah oui, ça serait... Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait 500 000. Pourquoi on met 0 et on ne met pas 9 millions? Parce qu'on perd de l'argent. Mais c'est obligé, non? Il y a une probabilité de faire ça. Mais si supposons qu'on sait que c'est le scénario 3 qui va se produire, et on sait qu'on va perdre de l'argent à mettre
on va perdre de l'argent à dépenser de la publicité dans le marché national. Donc là, on va mettre 0. Je n'ai pas compris pourquoi on met 0, parce qu'on a une probabilité, on ne connaît pas. Est-ce que... Oui, on connaît. Si je vous dis, vous perdez 10%, votre profit, c'est égal à 10% la publicité que vous mettez, moins 10% la publicité que vous mettez dans le marché national. Donc là, c'est une perte. Vous générez une perte. Ça veut dire que vous avez un incitatif à en mettre le moins possible dans le marché national. Et le moins que vous pouvez mettre, c'est 0. Mais regardez, on peut le faire. Je vais retourner dans Lingo. Je vais mettre ici... Je vais mettre ici 0, puis je vais mettre ça comme ça. 0. Comme ça. Puis on va résoudre. On va regarder c'est quoi la valeur de Y. Et c'est 0. On en met le plus possible dans le marché de test, qui est 1 million, et la valeur de Y, c'est 0. Donc, c'est donné par notre modèle. Est-ce que Merci. ça vous convainc? Non? C'est bon, c'est bon. OK. Merci. OK, donc, on a ça. Puis ici, bien, pour le scénario espéré, on le sait aussi, c'est d'en mettre le plus possible dans le marché national. Donc là, pour calculer le profit espéré de chacune de nos solutions, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer les décisions de première étape dans le modèle avec recours comme étant les décisions de première étape trouvées dans celle de notre scénario qu'on a résolu. Donc, on peut le faire. Je vais écrire ici profit espéré. Puis, je vais aller bien dans Lingo, puis je vais fixer tout ça. Donc, on va aller ici. Puis, je vais dire, mais X est égal à 500. 1, 2, 3. Puis, le Y, c'est égal à 900. 9 500 000. Puis, on résout. Là, mais on trouve exactement la valeur du profit espéré donné par le recours. Puis la raison, mais c'est que c'est un peu la même décision qui est à prendre. Puis on va retrouver la même chose pour le scénario 2. Par contre, pour le scénario 3, là, le profit espéré va changer. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici, on met 0. Puis on met 10 millions dans le marché. Oups, est-ce que j'ai fait une erreur? Non? Ah non, je ne peux pas mettre 0, excusez-moi. C'est 1 million. Je vais mettre 1 million. Puis je vais mettre 0 ici. Comme ça. Et ça me donne un profit espéré de 500 000. Ce qui est égal à cette chose-là. Je vais copier ici. Puis ici, je vais me retrouver à la même chose parce que c'est la même solution. Ça nous donne ça. Bon. Mais oui. pour le scénario 2, on avait deux choix tantôt, soit qu'on met 1 million, 9 millions, ou soit qu'on met 500 000 puis 9 500 000. Est-ce que ça revient au même? Mais c'est parce que quand on résout le scénario 2, bien, la quantité qui est mise dans le marché de test, elle va nous rapporter la même chose que le même pourcentage de profit que la quantité qui est mise dans le marché national. Donc ici, on pourrait mettre n'importe quelle quantité dans le fond, marché de test, marché national, puis ça nous donnerait le même profit total.
Par contre, ça aura un impact sur le profit espéré. Mais on pourrait y aller avec la solution que tu suggères, ça nous donnerait une autre solution. Je vais mettre 1 million dans le marché de test et 9 millions dans le marché national. Ici, comme ça. J'ai dû ajouter un 0 de trop quelque part. Ça, c'est 1 million. Et ça, c'est 9 millions. Oh, non, il y a un 0 de trop. OK, ça nous donne 8 500 000 de profit espéré. Ah, ça, c'est tendance. Ça nous donne ça de profit espéré. Ouais. Donc, juste pour récapituler, pour calculer l'espérance, le profit espéré d'une solution, donc ça peut être n'importe laquelle, simplement, on va résoudre le modèle avec recours, puis on va fixer les décisions de première étape aux décisions de première étape dans la solution qu'on a trouvée. Les solutions de les variables de deuxième étape, elles ne sont pas importantes. C'est les variables de première étape qui sont importantes. Est-ce que ça va avec tout le monde? Bon, ça, c'était une question d'examen. Je ne demandais pas d'aller résoudre chaque scénario. C'est les chiffres comme ils sont, là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de variabilité dans les solutions qui sont trouvées, puis ça donne à peu près tous le même profit espéré là, dans certains cas. Ouais. OK. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'on pourrait revoir l'énoncé au complet? Oui, bien sûr. Parce que moi ce qui m'embêterait, là, c'est la compagnie aimerait connaître le meilleur profit espéré. Je ne saurais pas quoi faire. Moi Dans la aussi, formulation de la question. Ah oui, je l'ai transformée pour la rendre lisible là, sur une page. Celle de l'examen, elle était un peu mieux écrite, là. OK. Moi, je bloquerais là. Oui, oui. Je ne saurais pas quoi faire. Mais on veut connaître, moi c'est vrai. On veut connaître les quantités à mettre en publicité pour maximiser le profit espéré. C'est ça la bonne phrase. Pas d'autres questions? moi, Oui, vas-y, Sofiane. vas-y, Yasser, tu peux poser ta question. Moi, j'ai une question. Est-ce que il faut que le budget total, est-ce que c'est 10 millions obligé qu'on fait 10 millions? Qu'on dépense? Oui, on dépense 10 millions. Parce que le X plus Y, je pense, égale 10 millions. C'est pas inférieur ou égal. C'est égal. Ça, c'est une partie qui n'est pas claire dans l'énoncé, qui est écrit comme il est, là. Il faudrait que j'aille voir dans l'énoncé de l'examen si c'était plus clair. Mais si on nous dit on a un budget, donc on peut dépenser jusqu'à 10 millions, là, peut-être qu'il manque un mot, là. Exactement. Si on devait dépenser 10 millions, bien là, il aurait fallu mettre un X plus Y égal à 10 millions. Il y avait une autre question, Soufiane? Oui, moi, c'est juste une petite remarque parce que sincèrement, j'ai pas de problème pour la méthode de recours et profit espéré. Moi, ce qui me pose plus problème, c'est la clarté des énoncés. Donc, par exemple, là, maintenant, on fait des exemples qui sont quand même contraignants avec 10 millions de dollars ou genre
le nombre de sièges total, c'est 200. Ça me paraît un peu plus clair pour trouver un modèle. Oui. Ce qu'on va avoir dans l'examen, quelque chose qui va pas être genre très clair. C'est sûr, j'essaie toujours que ça soit le plus clair possible, là. L'exercice sur les sièges d'avion, ben, on avait 200 places de Oui. disponibles, puis bien, si Il était clair, on... ouais. C'est un peu plus clair, là. Ça dépend à chaque fois, là. Parce que si genre, on maîtrise la méthode, mais qu'on n'arrive pas à trouver un modèle qui est correct, ça va être une perte de points pour nous. Ça peut arriver. Ouais. Mais c'est mon travail à moi, ça, de m'assurer que mes énoncés soient le plus clairs possible. Merci beaucoup. Merci. OK. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le calcul du profit total espéré et en quoi il est différent du WS? OK, mais ça, on revient ici. Donc, le profit total, comme je l'ai écrit ici, bien, profit total, ça serait de résoudre le modèle déterministe du scénario. Donc, je vais aller dans mon modèle déterministe, je vais aller remplacer mon profit qui est la variable aléatoire, le paramètre aléatoire. Je vais aller le remplacer par le profit qui est dans mon scénario. Puis, je vais résoudre mon modèle, hein, parce qu'il n'y a plus aucune incertitude. Puis, en résolvant mon modèle, bien, je vais pouvoir observer c'est quoi le profit de ce scénario-là. Puis, on retrouve la même chose avec le fermier. Hein. Si on résout les modèles des 3 scénarios, bien, on observe un profit. Maintenant, si on veut calculer l'espérance des solutions wait and see, bien, c'est simplement de calculer l'espérance des profits qu'on a. Donc, je fais mon profit total fois sa probabilité. Je fais ça pour chaque solution. Puis ça va me permettre de calculer l'espérance des solutions wait and see. Et ça me dit c'est quoi le meilleur profit possible que je pourrais obtenir. Hein, si je devais répéter l'expérience de faire de la publicité 1 million de fois, puis que je faisais la moyenne des profits que j'obtiendrais, et que à chaque fois, bien, je sais c'est quoi le scénario qui va se produire. Donc, en sachant le scénario qui se produit, je sais ça va être quoi mon profit. Bien là, je vais avoir le meilleur profit possible. Donc, ce profit-là, c'est une borne supérieure, hein, c'est un idéal qu'on n'atteindra pas, mais ça nous donne une information sur ça serait quoi notre meilleur profit possible. Puis le profit espéré, mais ça, le profit espéré du modèle avec recours, bien ça nous donne le meilleur profit espéré qu'on peut avoir. OK. Ça répond à la question de Serdar. On va continuer. OK. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire hein, des méthodes, le simplex, phase 1 et 2, la méthode du grand M ou l'algorithme dual simplex, laquelle des méthodes me permet d'identifier un problème qui est non borné? Quelqu'un, c'est ça. C'est loin, hein? Dans la méthode du simplex, quand on va appliquer le critère d'entrée, bien, on va choisir une variable qui a un coût réduit négatif. Ça va bien. Ensuite, lorsqu'on applique le critère de sortie, on doit choisir une variable, hein, la variable qui va sortir des variables de base. Et si cette variable-là, dans sa colonne, tous les chiffres sont des valeurs négatives ou des zéros, bien, ça veut dire que augmenter la variable d'entrée, celle qu'on veut faire rentrer, si j'augmente cette variable-là, ça veut dire que la variable qui va sortir, elle va augmenter aussi.
Ça va faire que ça va améliorer notre objectif à l'infini. On peut l'augmenter, augmenter. Donc, notre problème va être non borné. Donc, c'est l'algorithme du simplex qui est utile pour identifier les problèmes qui sont non bornés. Ensuite, pour les problèmes non réalisables, quel algorithme serait utile pour trouver cela? Quelqu'un aurait une idée? Il y a le chat. Marwan nous dit que c'est l'algorithme phase 1. Oui. Est-ce qu'il peut avoir plus qu'une réponse? Il peut avoir plus qu'une réponse. Donc oui, l'algorithme phase 1 peut être utilisé pour identifier les problèmes qui sont non réalisables. Il y a aussi la méthode du grand M. S'il y a une variable, il me semble que c'est une question d'examen, s'il y a une variable artificielle dans la base de la solution optimale, bien, ça veut dire que le problème n'est pas réalisable. Et il y a aussi l'algorithme dual simplex. Si toutes nos contraintes, c'est des plus grands ou égales, et qu'on est capable d'identifier une base qui est dual réalisable dès le départ, bien là, on peut utiliser l'algorithme dual simplex. Et puis ici, à une itération donnée, l'algorithme dual simplex, il fonctionne un peu en opposé là, avec l'algorithme du simplex, c'est-à-dire qu'on va appliquer le critère de sortie en premier. Donc, on va chercher un terme de droite qui est négatif. Si un terme de droite négatif, c'est-à-dire qu'on peut faire sortir cette variable-là de la base. Et on va chercher une variable à faire rentrer dans la base. Chercher une variable dont le coefficient sur la ligne est négatif. En divisant par ce coefficient négatif, on va avoir un terme de droite qui va être positif. Si, par contre, tous les coefficients sur la ligne de la variable de sortie, ils sont positifs ou zéro, mais ça veut dire encore dans le même cas, c'est qu'on peut augmenter une variable. Excusez, c'est pas le même cas, mais ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de solution à faire rentrer. Ça veut dire que le problème, il est non réalisable. Ça veut dire la même chose dans le fond que le simplex, dans le sens que si mon primal il est non borné, bien le dual, lui, il est non réalisable. Et si notre dual il est non borné, ça fait que notre primal il est non réalisable. Donc, en ayant une ligne où tous les chiffres sont positifs ou zéro, bien, ça fait en sorte que je peux augmenter une variable à l'infini, puis là, notre problème va être dual, serait non borné. Mais ça nous permet d'identifier que le problème primal, lui, il est non réalisable. Ensuite, quel algorithme nous permet de trouver une solution optimale? Quelqu'un a une idée? Ben, les 4, non? Les 4, ouais. Moi, j'ai peut-être une petite préférence sur phase 1 et 2, puis méthode du grand M, dans le sens qu'à chaque fois qu'on va rouler ces algorithmes-là, on va trouver une solution optimale. Alors que si j'exécute simplex ou dual simplex, mais là, l'algorithme peut arrêter parce qu'il a identifié que le problème est non borné ou qu'il est non réalisable. Donc, à chaque fois qu'on exécute grand M, on va avoir une solution réalisable, optimale, et la même chose, à chaque fois qu'on exécute phase 1 et 2, on va avoir une solution qui est optimale. Ça se peut qu'elle ne fonctionne pas. Puis, dernière question, trouver une solution qui est réalisable. Quelle de ces méthodes est la meilleure pour ça? Quelqu'un a une idée? Simplex et dual simplex. Non. Ben, toutes ces méthodes-là peuvent nous permettre de trouver une solution réalisable, mais la question suppose un peu qu'au départ, on a une difficulté à trouver une solution réalisable. Puis l'algorithme par excellence pour nous trouver une solution réalisable, c'est l'algorithme phase 1.
En phase 1, le but de la phase 1, c'est de trouver une solution réalisable qui ensuite va être utilisée en phase 2. Donc, la vraie bonne réponse, c'est phase 1. Ça pourrait être aussi grand M, que ça, on essaie de trouver une solution réalisable aussi. OK. Essayons la question 3. Ça, on avait fait ça ensemble avant l'intra. Peut-être qu'on peut faire un petit rappel. Donc ici, puis je pense à l'intra, il y avait une question similaire. Donc j'ai B ici dans les termes de droite et j'ai C dans les coûts réduits. Et je veux identifier, dans le fond, le statut de la solution pour chacune des couples BC qu'on retrouve ici. Donc, lorsque B vaut 8 et C vaut 1, à quoi ça correspondrait? Ça serait quoi le statut de la solution? Mais les deux termes sont positifs. Optimal. Optimal. Ça serait une solution optimale. Ensuite, si j'ai BC qui est égal à 8 et moins 1, Réalisable. Réalisable, Ouais. non optimal. Simplex. Non. Simplex réalisable. oui, mais il y a un piège. C'est non borné. C'est non borné. Merci. On peut voir ici, bon, c'est réalisable parce que bien, mes termes de droite sont tous positifs. Mais si la variable x2 a un coût réduit de moins 1, alors si on regarde les chiffres dans la colonne, hein, moins 1, 0, moins 2, ça veut dire que je peux augmenter x2 à l'infini, puis ça va OK. me donner un problème qui est non borné. Si ensuite j'avais BC... pardon? Oui, j'avais une question par rapport au fait que ce soit non borné. Les coefficients qu'on regarde typiquement sur X2, est-ce que c'est non borné uniquement lorsque les deux sont négatifs ou est-ce qu'un seul peut mener à un résultat négatif? Ou est-ce que c'est toujours le deuxième qui va restreindre? Je n'ai pas tout à fait compris. En gros, les coefficients, les différents coefficients qu'on a sur Dans la le X2, colonne? le moins 1 et moins 2. Ouais. Si on en avait un seul des deux qui était négatif, est-ce que ce serait non borné aussi? Mais ils doivent, pour que ça soit non borné, tous les coefficients doivent être plus petits ou égal à 0. Ok, d'accord, merci beaucoup. S'il y en a un qui est positif, bien celui qui est positif, c'est une contrainte qui va borner x2 à ne pas aller à l'infini. On ne peut pas l'augmenter autant qu'on veut. Ensuite, si B est égal à 8 et C est égal à 0, ça serait quoi ça? On a vu ça au cours numéro 4. C'est dans les premières slides, là. Quand on a des variables hors base qui ont un coût réduit de 0, bien, ça fait qu'on peut avoir plusieurs solutions optimales. Donc, on aura une solution qui est optimale, mais on peut avoir plusieurs solutions optimales. Parce qu'en théorie, on pourrait faire rentrer la variable dans la base. On pourrait faire un pivot sur cette variable-là. Puis, on aurait une autre solution. Ensuite, si j'avais B et C égale à moins 5 et 0, j'ai un moins 5 ici et j'ai un 0 ici. Ça serait quoi? Non réalisable et optimal. Ça serait... Mais comment on peut être non réalisable et optimal? Juste non réalisable. Donc, c'est non réalisable. Mais comme Baharé a vu,
C'est dual réalisable. Parce que tous les coûts réduits sont supérieurs ou égaux à 0. Finalement, si j'ai moins 5 et moins 5, ça serait quoi? Non réalisable. C'est non réalisable. C'est non réalisable, puis c'est non dual réalisable. Donc, ça complète cette partie-là. Regardons d'autres exercices. Mais pourquoi c'est pas dual réalisable? Pour que ce soit dual réalisable, il faut que les coûts réduits soient tous non négatifs. OK. Euh, Fait que là, dans le fond, on parle que ça représente le dernier tableau. c'est un tableau quelconque. Fait que si j'ai B et C qui sont tous les deux égales à moins 5, je peux rien faire avec ça. On ne peut rien faire avec ça. Mais quand on fait le dual simplex, Non, pas on ne peut rien faire avec ça. C'est le statut de la solution. Cette solution-là, je peux pas retrouver ça dans aucun tableau. Je ne peux pas avoir ça dans un tableau du simplex. Il me faut quelque chose d'autre pour que ça marche. comme quoi? Bien, il faudrait des ce bout-là, variables je l'ai. artificielles. Il faudrait faire une transformation, utiliser phase 1, 2, grand M, pour trouver quelque chose qui est réalisable. Hein, dans toutes les étapes de nos algorithmes, là, on a une solution qui est soit réalisable ou qui est dual réalisable. On n'a jamais de solution non réalisable. Mais ça, c'est non réalisable. C'est non réalisable. Il nous manque quelque chose dans ce tableau-là. OK. Je vais juste... Ben, on peut faire quelque chose. Laisse-moi juste réfléchir. S'il y a juste moi, là, on peut passer au suivant, c'est pas grave. Non, non, non. C'est une très bonne question. C'est une belle question d'examen, ça. Oui, c'est ça. Bien, faisons un petit modèle. Juste réfléchir. Hein, si j'ai moins 3, ici j'ai plus grand ou égal à ça, je vais aller plus petit ou égal, puis un plus grand ou égal ici. Je vais effacer ça. Ouais, ça va être mon objectif. Donc, si j'ai x1 plus x2 plus petit ou égal à, mettons, 10, et 3x1 plus 2x2 est plus grand ou égal à 12. Moi, je cherche à minimiser. Je cherche à minimiser ça. C'est mon terme de droit. Qu'est-ce que... Bien, en fait, la seconde question de mon questionnaire, là, bien, ça porte un peu sur ça. Donc, quel algorithme on peut utiliser pour ce problème-là? Est-ce qu'on peut multiplier la deuxième contrainte par moins 1 et la rendre plus petite? Bien, tous nos algorithmes utilisent sauf le dual simplex, utilisent des termes de droit qui sont positifs. Oui, mais c'est pour dire, pour trouver la solution rapidement. Non, non, on ne peut pas.
Ouais, On n'a pas le droit de le faire. Ben, On peut ou... non, on ne peut pas. Si on veut trouver une solution, si on cherche à résoudre ce problème-là, bien, on a 4 méthodes qu'on peut utiliser. Ici, je ne peux pas utiliser l'algorithme du simplex classique parce que je ne peux pas trouver une solution de base réalisable facilement parce que j'ai une contrainte plus grande ou égale. Si mes deux contraintes avaient été plus petites ou égales, bien là, on peut mettre x1 et x2 égale à 0 dès le départ, puis on est capable de trouver une solution réalisable pour commencer. Mais comme là, on a un plus grand ou égal, là, il faut utiliser un autre algorithme. Je ne peux pas utiliser l'algorithme dual simplex parce que mes coûts réduits, mes coefficients de l'objectif sont négatifs. Ça me ferait une base qui n'est pas dual réalisable. Donc là, il faut une autre mécanique pour résoudre ce problème-là. Quelqu'un aurait une idée? Qu'est-ce qu'on fait? Le grand thème. Oui, donc grand M ou phase 1 et 2, comme Marouane nous dit. On va rendre le problème sous sa forme standard. Puis on va ajouter potentiellement des variables artificielles. Donc ici, je pourrais mettre S1. J'aurais -1 ici avec une égalité. Comme ça. Puis là, pour trouver une solution de base réalisable, bien là, il me faudrait une variable artificielle. Je vais l'appeler A1. Et celle-là, je vais la mettre à 1 ici. Puis là, bien, si je fais grand M, bien, je vais mettre une très grande valeur ici pour le coût de 1. Et là, je vais pouvoir résoudre ce problème. Okay. Mais pour revenir à la question ici, si j'ai un -5 ici et un -5 ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pourrais multiplier ici ma ligne par -1 pour avoir du positif. Puis là, bien, il faudrait que j'ajoute des variables artificielles pour pouvoir trouver une solution réalisable pour initialiser le simplex. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question, Sophie. Ben non. Parce que, il me semble, dual simplex, là, si j'avais un terme de droite négatif, c'est dans le fond, il va sortir de la base. Puis ensuite de ça, pour trouver celui qui va entrer, ben je vais diviser par. Mais vous oubliez une chose, Quoi? c'est que les coefficients de l'objectif doivent toujours être non négatifs. Puis, Quand on fait le dual? quand on fait le dual simplex, tous les coefficients doivent être non négatifs. Oui, c'est mon chien. Tous les coefficients doivent être non négatifs. Puis l'algorithme dual simplex, vous pouvez le voir comme si vous avez pris votre tableau du simplex, vous l'avez pivoté. Là, c'est pas tout à fait. C'est un peu un pivot de l'autre côté, là, de droite à gauche, là, anti-horaire. Puis là, les coefficients de l'objectif deviennent les termes de nos contraintes. C'est ça qu'on fait quand on fait le dual. Puis pour que le dual soit réalisable, il faut que tous les termes de droite soient non négatifs. Donc, c'est pour ça que dans les conditions pour pouvoir utiliser le dual simplex, il faut qu'on ait des coefficients de l'objectif qui sont non négatifs. Si on a des coefficients négatifs, bien, on ne peut pas résoudre le dual parce que ça nous donne des termes de droite qui sont négatifs et on ne peut pas faire le simplex avec ça. Il faudrait faire une transformation pour passer par phase 1 et 2 ou la méthode du carré. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. Peut-être que ces exercices-là vont aller... On va se poser plusieurs questions parce que c'est un peu en lien avec ces exercices-là.
Donc ici, j'ai 6 problèmes de minimisation. Puis là, on peut voir là, les contraintes, les coefficients. Je vous demande de bien les regarder. Okay? J'ai des plus petits ou égales, des plus grands ou égales, des négatifs, du positif. Puis je cherche en fait 2 choses. Hein. Ça serait laquelle méthode, je dirais, idéale, celle qui nous nécessite le moins de travail pour résoudre ces problèmes-là. Puis, laquelle de ces méthodes-là nous permet de trouver facilement une solution initiale? Donc, si on regarde le problème A, donc on a des coefficients d'objectifs positifs et des termes de droit négatifs. Bien. Quand on a des termes de droit négatifs, qu'est-ce qu'on devrait faire? Dual simplex. Non. Les mettre positifs. Oui. On rend nos termes de droite positifs, on multiplie par -1, ça va nous donner des plus grands ou égales à 9, plus grand ou égal à 6. Puis ici, on a des coefficients positifs. Quel algorithme je pourrais utiliser dans ce cas-là? Le simplex. Non. Lequel serait le plus avantageux d'utiliser? Dual simplex, non? C'est le dual simplex. Soufiane avait répondu un peu vite, mais il faut imaginer qu'on fait la transformation avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. La transformation en positif. Oui, oui, oui. OK, si on passe, donc, avec le dual simplex, on peut trouver une solution initiale tout de suite. Moi, je t'annonce, là, je sais, mais c'est le bout que je ne comprends pas, là. Parce que là, on vient de transformer en positif. Donc, on a changé tous les termes, on a mis ça en plus grand ou égal. On a changé nos termes de droite en positif. Nos coefficients sont positifs, puis on fait un dual simplex. Oui, Le but pour faire un dual simplex, c'est pas quand on a un terme de droite négatif? non. L'algorithme dual simplex, dans son fonctionnement, va avoir des termes de droite négatifs, mais pour l'initialiser au tout début, le modèle qu'on doit avoir, bien, ça doit être des plus... On peut en avoir un seul, là. On a des plus grands ou égaux avec des termes de droite qui sont positifs. Je vous invite à... On peut réviser les notes. À chaque fois, je pense que j'ai compris, il se dit quelque chose d'autre, puis là, je ne comprends plus. Si j'ai un problème comme ça, j'ai des coefficients positifs dans l'objectif de minimisation et j'ai des plus grands ou égales avec des termes de droite positifs. Lorsque j'ai un problème qui est comme ça, mais je suis capable de trouver facilement une base qui est dual réalisable. Il faudrait penser que je prends ce problème-là, si je le transforme en un problème dual, je trouve ce problème-là. Hein, j'ai comme fait pivoter mes données, là. Donc, 13 et 4, c'est les termes de droite dans mon dual. 25 et 12, c'est les coefficients de mon objectif. Et mes contraintes dans le dual, si je minimise, bien là, excusez, les contraintes dans mon primal, si je minimise, puis que j'ai des plus grands ou égaux, je vais avoir des plus petits ou égaux. Et dans ce dual-là, mais je suis capable de trouver une solution réalisable facilement. C'est Y1 et Y2 égale à 0. Alors que pour mon primal, ce n'est pas facile. Il faudrait que je fasse des calculs pour trouver la solution. Donc, c'est pour cette raison-là, c'est quand on a cette, je veux dire un anglicisme, setup, dès que j'ai une configuration comme ça, j'utilise l'algorithme dual simplex parce que je suis capable de trouver facilement une solution réalisable pour initialiser l'algorithme.
OK. Si on va à la question B, j'ai des coefficients ici qui sont positifs, plus grand ou égal, avec des coefficients des termes de droite négatifs. Qu'est-ce que je peux faire? On transforme les négatifs en positifs, puis on fait simplex. Exactement, parce qu'on a des contraintes plus petits ou égales. Avec des plus petits ou égales, on ajoute des variables d'écart. Puis on peut initialiser le simplex facilement avec nos variables d'écart qui sont égales aux termes de droite. Si je vais au numéro C ici, certains coefficients sont positifs, d'autres négatifs. Contrainte plus petit ou égal, contrainte plus grand ou égal. Quel algorithme est-ce que je devrais utiliser? Faisons les deux au grand M. Exactement. Si maintenant j'allais en D, coefficient positif, et j'ai des égalités ici. Qu'est-ce que je peux faire? Le dual, Non, dual, c'est avec des contraintes plus grand ou égales. Parce Grand qu'on méthode du grand M ou méthode phase 1 et 2. On va multiplier nos contraintes par -1 pour avoir des termes de droite qui sont positifs. Puis ça va nous donner un problème qui est sous la forme standard. Par contre, on ne pourra pas initialiser le simplex parce qu'on n'est pas capable de trouver facilement une solution de base réalisable. Et il va falloir que j'utilise soit des variables artificielles, puis je vais utiliser soit phase 1 ou 2 ou la méthode du grand M. j'ai une petite question là. Oui, Parce que moi, dans mes souvenirs, quand on a un signe plus grand ou égal, on ajoute des variables artificielles parce que c'est plus grand ou égal. C'est pas comme plus petit ou égal, c'est genre. quand on a des on- variables plus grandes, des on sous- contraintes plus grandes ou on- égales, On soustrait on une soustrait une variable. variable d'écart. Ouais. Mais nous, on a besoin d'une base avec avec un. On ne pourra pas avoir les -1 dans notre. Genre, quand on veut construire notre tableau, la matrice identité, on ne peut pas avoir des -1 surtout. Donc, si on a une contrainte supérieure, on va faire moins plus, moins une variable artificielle plus une variable d'écart. On va soustraire une variable de surplus Oui, ça et va. on va ajouter une variable artificielle pour initialiser le simplex, pour initialiser la phase 1 ou initialiser le grand M. OK. Donc, on peut utiliser n'importe quelle méthode. Ben, pas n'importe quelle, mais la plus rapide. Oui. S'il y avait une variable, le pourquoi on utilise des variables artificielles, c'est que dans la contrainte qu'on regarde, s'il n'y a aucune variable qui est isolée, là, on est obligé d'ajouter une variable artificielle. Mais c'est possible qu'on ait un problème sous la forme standard, qui ait des variables isolées dans chacune des contraintes. Puis là, on va pouvoir utiliser l'algorithme du simplex normal. S'il y a une contrainte qui a il n'y a aucune variable isolée, là, il faut ajouter une variable artificielle et utiliser phase 1 et 2 ou méthode du grand M. Et parce que moi, j'avais retenu à l'envers, je me disais à chaque fois qu'il y a plus grand est égal, on va utiliser la méthode du grand M. Ah non, il faut être un petit peu plus rusé. Ouais, je pensais que plus petit ou égal, c'est plus facile parce qu'on n'aura pas des variables, des variables d'écart, Mais de surplus. idéalement, on va transformer notre modèle sous une forme standard et on veut aussi que nos termes de droit soient toujours non négatifs. Positif. Donc, dès qu'on a quelque chose qui est négatif, on multiplie par -1 et ensuite, on observe c'est quoi l'état. Par exemple, ici, je multiplie en A, on multiplie par -1, ça va nous donner des plus grands ou égales.
avec des plus grands ou égales, si tous mes coefficients de l'objectif sont positifs, je peux utiliser dual simplex. Si je regarde en C, bien, là, j'ai des termes de droite qui sont positifs, mais j'ai des coefficients d'objectif qui sont négatifs. Je ne peux pas utiliser dual simplex. Je vais devoir y aller avec la forme standard, ajouter une variable d'écart, soustraire une variable de surplus, puis aller avec une variable artificielle. Si on avait plus petit ou égal, et les termes de droite positifs, et la fonction objectif aussi positive. Est-ce qu'on a ça? Non, je n'ai pas celui-là. Bien, si on a des contraintes plus petits ou égales, puis que tous nos coefficients, on minimise, tous nos coefficients sont positifs, ça, c'est trivial à résoudre. Il s'agit de mettre toutes nos variables égales à 0, puis ça nous donne la solution optimale. Ouais. C'est bon, merci. OK. Passons à question E. Quel algorithme serait le plus utile pour le E? Quelqu'un a une idée? On met le moins 6 positif, puis ensuite on fait grand M ou phase 1 2. Non, pas tout à fait. Une fois qu'on rend notre modèle sous la forme standard, donc une fois qu'on va avoir, par exemple, on pourrait ajouter une variable d'écart pour la contrainte numéro 1. La contrainte numéro 2, on va multiplier par -1 pour avoir un terme de droite positif. Ensuite va venir la phase où on veut trouver une solution réalisable pour initialiser le simplex. On va regarder chaque contrainte et regarder pour voir s'il existe une variable qui est isolée. Pour la contrainte numéro 1, bien, en fait, la variable d'écart qu'on a ajoutée, elle n'est pas nécessaire. Hein, on pourrait l'utiliser. Ah oui, oui, elle va être nécessaire. Mais je pourrais avoir x4 égale à 9 parce que x4 se retrouve nulle part. Donc, x4 est une variable isolée. Je pourrais aussi, bon, x4 égale à 9 ou la variable d'écart égale à 9. Je peux initialiser le simplex avec ça. Puis quand je regarde la deuxième contrainte, quand je vais avoir multiplié par -1, mais je vais avoir x1 qui est une variable isolée. Donc, je peux mettre x1 égale à 6 et je vais pouvoir initialiser le simplex avec ça. Même si ces variables-là sont dans la fonction objectif. Bien là, il va falloir, oui, mais il va falloir enlever les variables. Les variables de base ne doivent pas être dans la fonction objectif, mais je peux utiliser le simplex pour résoudre ce problème. Donc, je vais devoir soustraire 2 fois la ligne 1 à la ligne de l'objectif. Puis, si j'ai décidé que ce soit x4 qui est dans une variable de base, bien, je vais devoir soustraire 4 fois la ligne 1 à l'objectif pour pour enlever le x4 ici. Finalement, la question F. Quel algorithme on peut utiliser pour ce problème-là? Sophie, avez-vous une idée? Non. OK, on va revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Dual simplex. Oui, oui. On a des termes de droit plus grand ou égal, on a des termes de droit positifs, on a des coefficients positifs. On peut y aller avec le dual simplex. On a identifié où on doit réviser. Ceux qui ont eu des difficultés à identifier
quel algorithme utiliser. Je pense qu'il faut revoir un peu nos notes de cours. Cours 4 et le cours 5. Bon, il était 54. Je vais faire une autre période d'exercice la semaine prochaine. Excusez, pas la semaine prochaine, hein, l'examen est dimanche. Sûrement jeudi ou vendredi. Je vais l'annoncer par courriel. Ça va sûrement être sur l'heure du dîner, là, 11h à midi et demi, quelque chose comme ça. Monsieur, jeudi, à midi et demi, on est quelques-uns à avoir un examen dans une autre matière. Peut-être le vendredi. Je Ben, je vais juste le mentionner, là. Je ne suis pas sûre que je ne suis pas la seule. Le vendredi, c'est un autre examen. Ah, j'ai le dentiste, moi. Bon. Bon, peut-être peut-être vendredi. Ah non, mais il y a le devoir à remettre vendredi. Oui, oui, il y a le devoir à remettre. Bon, peut-être jeudi de 3h30 à 17h. Le matin, c'est pas possible. Jeudi. Je vais arrêter de partager. Je vais arrêter d'enregistrer.